Aujourd'hui, on se retrouve dans la dernière partie de mon échange avec Elisa. Dans cet épisode, on parle d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes quand elles commencent à penser à l'investissement locatif. Comment se lancer quand on a un petit budget? Avec Elisa, on parle de stratégies possibles pour commencer petit, notamment avec la location meublée, de budget minimum à prévoir sur un marché comme Orléans, de localisation, de travaux, de rentabilité, mais aussi de tout ce qu'il faut regarder avant d'investir. Parce qu'un petit budget ne veut pas décider au hasard, bien au contraire. Quand la marge est plus serrée, il faut être encore plus attentif à l'emplacement, aux charges de copropriété, aux travaux à prévoir, à la cible locative et à la manière dont le bien pourra être exploité. On parle aussi des pièges à éviter, des devis à demander, des professionnels à solliciter et de cette idée importante. Investir petit, ce n'est pas investir sans ambition, c'est simplement commencer avec une stratégie adaptée. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes le podcast, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide vraiment à faire grandir des espaces et des vies, à continuer à inviter des personnes qui partagent des conseils concrets, des parcours sincères et des regards utiles autour de l'habitat, de l'immobilier et des projets de vie. Je te souhaite une très belle écoute. J'aurais aimé maintenant avoir ton regard sur l'investissement avec un petit budget. Du coup, première question, qu'est-ce qui te vient à l'esprit dans un premier temps quand je te parle de petit budget du coup? Le premier mot, ça serait possible. C'est possible. Après, en deuxième mot, du coup, ça viendrait direct, priorité. Il faut prioriser vraiment ce que l'on veut avec un petit budget. Est-ce qu'on priorise la localisation ou la superficie? Si on veut vraiment le côté touristique, un peu plus peut-être meublé, plus accessible, jeunes locataires ou autres, on va se baser vraiment sur la localisation, centre-ville, à côté des commodités. Après, si on veut vraiment accueillir plus de familles plus nombreuses, etc., on va s'écarter effectivement du centre-ville. Donc, c'est vraiment priorisé selon notre budget. D'accord. Et du coup, c'est un petit peu en lien avec ma seconde question. Selon toi, quelle est la meilleure stratégie du coup pour commencer petit et quand on a un petit budget? Citer un petit peu tout ce que je pouvais avoir en tête. Est-ce qu'on faudrait plutôt avoir tendance à partir sur de la location classique, la colocation, du meublé courte durée et avec quel budget minimum aujourd'hui, disons à Orléans, on peut investir? Alors, avec un petit budget, pour moi, la priorité va être dans la location meublée. Parce que c'est surtout avec la location meublée qu'on va réussir à amortir et défiscaliser finalement tout ce qui est aménagement à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant aussi pour un point de vue défiscalisation. Après, encore une fois, tout dépend. Mais avec un petit budget sur Orléans, il faut pour un studio en centre-ville, pour de la location meublée, on va viser plus soit des personnes à mobilité, soit des jeunes qui s'installent pour leurs études. On va être aux alentours de 80 000 euros, 90 000 euros minimum pour avoir quelque chose de qualitatif aussi sur Orléans. On peut avoir en dessous, après on va avoir, enfin du coup on va s'éloigner du centre-ville et puis finalement autour d'Orléans, malgré tout avec des commodités qui sont très accessibles aussi, mais plus éloignées, on va viser une autre clientèle. Après les petits budgets, les seuls entre guillemets impératifs, ça va être vraiment d'être réactif. Parce que sur Orléans, un bien à 80 000 euros, ça reste pas longtemps en ligne. Ou sinon, c'est qu'il fait 10 mètres carrés. Et à ce moment-là, il est hors budget. Mais voilà, être réactif, connaître aussi les secteurs pour savoir si ça va être louable ou non. Et après, maximiser l'exploitation du bien, même si il fait 30 mètres carrés. Pourquoi pas repenser, refaire des plans et faire un petit espace nuit qui est toujours plus agréable que de dormir dans le salon, avoir à déplier un canapé ou autre. Tout à fait. C'est pas moi qui dirais le contraire. Et du coup, 90 000 euros, c'est soit pour un bien sans travaux, soit bien travaux compris. On aura un petit peu de travaux pour 80-90 000 euros. Peut-être une cuisine à remettre au goût du jour, une salle d'eau. Mais on peut trouver hors travaux du 20-25 mètres carrés pour 80 000 euros. Ok. Et après, en termes de loyer, on peut s'attendre à recevoir à peu près combien? En centre-ville, on est pour des 20-30 mètres carrés, on est aux alentours de 600 euros meublés. Donc on est sur une bonne rentabilité.
Orléans est encore un marché assez dynamique, assez intéressant pour investir, surtout les premières fois. On a une ville qui se développe beaucoup avec une deuxième faculté qui va ouvrir en centre-ville. Donc c'est vrai qu'on a une chouette ville qui est très demandée. Donc faut venir, faut venir. On fait pas de la pub pour Orléans ici, hein, juste. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup trop cette ville. Un peu chauvin sur les bords, celle-là. Qu'est-ce qui compte le plus selon toi quand on a peu de marge justement? Est-ce qu'il faut miser sur l'emplacement, sur l'état du bien, faire en sorte, selon les profils, d'avoir le bien le plus pourri possible pour ensuite faire des travaux et avoir une meilleure rentabilité derrière, ou l'inverse, avoir le bien le plus propre Pour moi, possible. ça serait effectivement l'amélioration par travaux, parce qu'on apporte toujours une touche un peu plus moderne déjà. Des papiers peints, on les retille, on remet du blanc, des couleurs neutres, enfin des tendances, ou voilà des aménagements au goût du jour. Quand on achète du Ikea, ça reste quand même beaucoup plus attrayant qu'avec le beau vaisselier de mamie. Donc effectivement, ça va être ce côté attractif, plaire au plus grand nombre pour de la location. Et surtout, pour moi, c'est la localisation qui prime personnellement pour l'investissement locatif. Il faut vraiment être à côté, soit du centre, soit en tout cas des commodités. C'est la base pour moi. Donc en premier lieu, avoir la possibilité de rendre l'appartement le plus attrayant possible, Ouais, et ensuite miser sur une localisation attractive. c'est ça. Oui, du coup, localisation attractive, ça veut tout et rien dire. Après, oui, voilà, ça dépend du projet. Si on vise des locataires, en tout cas étudiants, on va se rapprocher de la faculté. Si on vise effectivement un jeune actif, on va se rapprocher, ou même sans voiture ou autre, on va se rapprocher du centre-ville pour être à côté du tram, etc. Si on vise aussi des jeunes actifs, moi, personnellement, c'est ce que je visais, des jeunes actifs ou des personnes âgées qui veulent rester en centre-ville, mais sans y être vraiment en centre piéton, où on va avoir un peu plus de nuisances la nuit, etc. On peut s'écarter sur les beaux quartiers. Je parle d'Orléans parce que, encore une fois, parce que je Bien connais, sûr. mais quartier du Noix, qui est un quartier assez prisé sur Orléans, c'est là où j'ai investi personnellement, et ce quartier-là est très recherché pour son calme, malgré tout, avec une proximité à 10 minutes du centre-ville, quoi, à pied. Ouais, donc c'est vraiment une vraie stratégie en fait. Quand tu me parles de tout ça, je pense, je sais, à la stratégie qu'on doit mettre en place quand on est entrepreneur, etc. Mais en fait, Oui. il y a tout autant de stratégies à faire quand on investit. Mm. Après, ce qui a beaucoup été fait sur Orléans, moi, à titre perso, je suis un peu plus réticente, ça va être la colocation. On regroupe 4 personnes qui doivent cohabiter parfois, ou enfin, 3 ou 4 personnes selon les superficies des biens, où on pense finalement investissement, rendement et rentabilité. Les 4 vont payer 400 €, je vais me faire un loyer au max. Alors que bah, sur ce type de bien, on a beaucoup plus de turnover Mhm. et on va avoir beaucoup plus de détérioration, voire des logements de colocation où il n'y a qu'une seule chambre qui est louée pour 400 €. Bah, personnellement, je préférerais accueillir une famille parce que ça s'y prête mieux dans ce type de bien qu'une colocation. C'est vraiment une réflexion à avoir, un projet. C'est pour ça que je me suis lancée aussi, c'est pour vraiment suivre de A à Z parce que on veut, voilà, investir, je veux louer, je m'en fiche de qui est dedans. Oui, mais non, en fait. Mm. Si tu veux telle ou telle personne, il faut faire ça ou ça correctement, entre guillemets, avant. Donc, ça se réfléchit. Oui, c'est une stratégie à avoir. Mhm. Quels sont pour toi les 3 pièges à éviter qui peuvent nous mettre en difficulté, surtout lorsque du coup on a un petit budget? Ça va être bah, tout ce qui est charges autres. Tu es dans le cas, je suis dans le cas. Les travaux que l'on n'avait pas prévus, les charges de copropriété qu'on avait mal estimées ou qu'on ne nous avait pas donné toutes les informations. Donc ça va être vraiment ça, les renseignements finalement sur les environnements du bien. Le pire piège. Après, on va être sur la sous-estimation aussi des travaux. Si on se dit Mhm. pour 10 000 € je fais le tour et que finalement on a le double parce qu'on a dû refaire la salle d'eau de A à Z, ça peut être problématique, d'où l'importance aussi de faire des devis aussi dès qu'on a des travaux. Et je pense que le troisième, c'est de penser que c'est pas pour nous. Encore une fois, on se dit oh il y a trop de stratégies, il y a trop de choses à prendre en compte, mais enfin ils peuvent être également bien guidés et ça peut très bien se passer quoi. Et du coup, quels intervenants sont pour toi indispensables quand on
on fait un investissement locatif, disons, avec travaux. Parce qu'en fait, moi, quand je pense à l'investissement, je me dis que, ok, je vais avoir à faire des travaux, mais du coup, mon banquier, pour qu'il me prête assez d'argent, il va vouloir le maximum d'informations possibles. Et donc, je me dis qu'il faut que mes plans soient prêts. Donc, il faut que je sois allée voir mon architecte pour me faire des plans. Il faut que j'ai vu, du coup, un artisan pour me faire un devis. Est-ce que il faut vraiment avoir fait tout ça avant d'aller voir son banquier? Parce que du coup, les délais sont courts aussi, j'ai Oui. l'impression. Comment, pour toi, il faut que tout ça se goupille en termes de planning? Alors pour moi, au moment de la visite, il faut déjà avoir un petit œil extérieur, travaux et voir, par exemple, si on voit une cheminée, se dire tout de suite, allez, celle-ci, on va pouvoir la retirer pour gagner de l'espace. Non, il y a des cheminées qui maintiennent parfois tout l'immeuble et qui sont impossibles à retirer. Donc, vraiment avoir un petit œil externe, se dire au maximum combien on est prêt à mettre et combien ça nous paraît en gros. Venir lors d'une deuxième visite avec un artisan un peu tout corps de métier, ça peut aider parce qu'il pourra chiffrer quand même un devis, même s'il est très grossi. Le banquier, si vous lui dites il me faudra 30 000 euros de travaux, mais qu'à la fin, finalement, il m'en faut que 25, il va être plutôt content que l'inverse. C'est ce que m'avait dit aussi mon banquier lors de mon premier investissement. Il dit faites un devis général en comprenant tout, même le changement, par exemple, de la porte d'entrée, qui peut être aussi très onéreuse, par exemple, ou démenuiserie. Et même si vous le changez pas, une fois que ce devis, entre guillemets, sera passé, si c'est inférieur, tout le reste passera. Donc déjà avoir voilà un gros montant plus gros que le réel généralement de prévu, et oui, avoir un artisan tout corps de métier. Après, une fois que le prêt sera accepté avec un gros montant, à ce moment-là, aller voir, je pense, architecte et d'autres professionnels finalement si besoin, parce que le Mhm. devis ne vous engage pas non plus à passer par l'entreprise. Exactement. Oui, oui, c'est vrai. Donc ouais, plutôt avoir un gros budget. À titre d'exemple, pour mon appartement, j'avais prévu 20 000 euros de travaux avec mon banquier. Il m'avait dit OK, et finalement j'en ai eu pour 12. Parce qu'on avait aussi tout fait et que j'avais effectivement compris aussi la main-d'œuvre dedans. Donc vaut Mhm. mieux faire large et avoir une bonne surprise auprès du banquier. Exactement. Pour conclure le sujet, j'aurais aimé savoir s'il y avait des personnes que tu souhaiterais entendre ici dans ce podcast, dont tu aimerais entendre l'histoire, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Alors oui, pour le côté architecture et histoire d'Orléans aussi, Anthony, alias Monsieur l'Amoureux sur Instagram, ça pourrait être une très bonne idée. Il organise des petits guides de tourisme en centre-ville avec les Mhm. touristes, et il est passionné par notre ville, il aime beaucoup la photo, et si je ne dis pas de bêtises, son papa et son grand-père étaient architectes, donc ça peut être D'accord. un petit lien sympa entre l'histoire et l'archi. Hyper intéressant. Merci. Ben, j'irai voir sur Instagram, c'est ça? C'est ça. Super. Et puis du coup, si on veut travailler avec toi, si on veut investir à Orléans, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut facilement me retrouver sur Instagram, Elisa-du-bas Immobilier Orléans. Et après sur les réseaux sociaux directement m'écrire, ou par après un petit SMS directement sur mon portable que je transmettrai en message privé. Et, si vous voulez investir sur Orléans, c'est avec grand plaisir que j'accompagnerai votre projet. Génial. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations, Elisa. Merci à toi, Mélissa. Et voilà pour cette dernière partie de mon échange avec Elisa. Ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'investir avec un petit budget ne veut pas dire faire les choses au rabais. Au contraire, ça demande souvent encore plus de stratégie, plus de précision et plus d'anticipation. Avec Elisa, on comprend qu'un bon investissement ne se joue pas seulement sur le prix d'achat, il se joue aussi sur l'emplacement. La cible locative, les travaux, les charges, la capacité à négocier et la manière dont on réussit à transformer un bien pour le rendre plus attractif. Et finalement, ce dernier épisode me rappelle une chose très simple. On peut commencer petit, mais il faut commencer préparé. Merci à Elisa pour cet échange très complet, très concret, et merci à toi aussi pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Ça soutient énormément le projet et ça m'aide à continuer à faire vivre des espaces et des vies. Et si toi aussi tu es en plein projet de rénovation, que tu partes d'un petit budget ou bien que tu transformes quelque chose de plus grand, tu peux aller découvrir Pilote ta réno.
C'est l'outil que j'ai conçu pour t'aider à structurer ton projet, organiser tes décisions, suivre ton budget, préparer le chantier et avancer étape par étape sans te sentir perdu au milieu de toutes les informations. Tu peux retrouver le lien dans ma bio Instagram et en description de l'épisode. À très vite pour un nouvel épisode de Désespacer des vies.